Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la physiologie musculaire. Donc nous allons avoir un certain nombre de vidéos sur ce thème-là. Commençons d'abord par rappeler un petit peu les types de muscles que l'on trouve dans l'organisme. Alors on avait nous décrit déjà le cœur en fait, qui est un muscle, hein. Par contre, vous n'avez pas explicité quels étaient au final les phénomènes de contraction des cellules. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'actine et de myosine dans l'une des vidéos. Vous pourrez vous dire qu'au niveau du cœur, ça marche aussi de cette manière-là. Deuxième type de, euh, de muscles que l'on a évoqués, nous, ce sont les muscles lisses. Les muscles lisses qu'on trouve par exemple au niveau des artérioles, au niveau des bronchioles, et qui permettent la vasomotricité et la bronchomotricité. Donc, particularité qui permet au final de réguler les débits de sang ou d'air. Alors nous, le muscle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le muscle que l'on appelle le muscle strié. Ici, vous avez une représentation de ce muscle-là, de ce type de muscle, avec en bleu des tendons et en rouge un corps charnu qui va se contracter. Et qui va se contracter et qui va donner donc lieu à un rapprochement des os et donc à un mouvement. Donc ces muscles striés vont servir à quoi? Ils vont servir au mouvement, ils vont servir aussi à la posture. Là, actuellement, vous êtes devant la vidéo et vous avez une posture particulière, vous avez bien une contraction des muscles. Et que ce soit pour le mouvement ou la posture, certains muscles sont contractés et vont au final libérer de la chaleur. Puisqu'il y a des réactions biochimiques qui se passent au niveau de vos muscles, l'utilisation d'ATP notamment, mais il y a toute une partie de l'énergie qui part sous la forme de chaleur. En fait, cette énergie, elle est essentielle. Elle est essentielle pour maintenir la température de votre organisme. Donc les muscles ont aussi un rôle au final dans la thermorégulation. On connaît ce rôle des muscles dans la thermorégulation, notamment aussi lorsqu'on a les frissons. Vous savez, ça va créer de la chaleur pour répondre au froid. Et enfin, dernier rôle des muscles que j'ai envie de citer ici, des muscles striés, c'est que dans ces muscles, en fait, on a des capteurs, ce que je représentais avec des petits points verts. Ces capteurs, en fait, vont renvoyer au cerveau une image de leur contraction et de leur étirement. Et ça permettra au cerveau de cartographier notre organisme et de l'imaginer dans ces trois dimensions et dans son environnement. Et donc cette cartographie, elle se fait grâce à des capteurs qui se trouvent au niveau des muscles. Et puis il y a d'autres capteurs qui se rajoutent aussi pour faciliter cette cartographie, par exemple des capteurs au niveau des articulations. Alors commençons, comme dans tout cours de physiologie, par un petit peu d'anatomie et d'histologie. L'histologie, je vous rappelle, c'est l'étude des tissus. Donc pour l'instant, ce que je vous ai dit, c'est que un muscle strié, eh bien, en bleu, vous avez ici les tendons, et puis on a dit qu'il y avait un corps qu'on appelait un corps charnu. Le corps charnu, c'est au final la partie contractile du cœur. C'est aussi, quand vous mangez de la viande, la partie que vous mangez au final. Donc on va faire une coupe de ce corps charnu, et puis on va regarder à quoi ça ressemble. Alors à l'intérieur de ce corps charnu, on voit, j'ai représenté avec des petits ronds rouges, on voit des cellules musculaires. Ces cellules musculaires, en fait, c'est la partie contractile de notre muscle. Mais il n'y a pas que du tissu contractile dans un muscle. On a du tissu que j'ai représenté en jaune, qui est du tissu de soutien. Tissu de soutien, par exemple, ici vous avez l'épimysium qui va entourer totalement le muscle et qui va lui permettre de conserver une certaine forme. Donc c'est un tissu conjonctif qui n'est pas contractile et qui permet de maintenir la forme du muscle. Associé à cet épimysium, on a un tissu conjonctif qu'on appelle le périmysium, qui lui va faire un véritable maillage à l'intérieur du muscle. Et ce maillage de tissu conjonctif permettra de transférer les forces de contraction des cellules vers les tendons. Alors regardons d'un petit peu plus près les cellules dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les cellules musculaires, en fait, on les appelle des fibres musculaires. Donc une fibre musculaire, c'est une cellule.
Chaque fibre musculaire, d'ailleurs, petite remarque, est entourée elle-même d'un tissu conjonctif qu'on appelle l'endomysium et qui va compléter au final le périmysium dans sa fonction. Les fibres musculaires sont regroupées en faisceaux musculaires. Alors, les faisceaux musculaires sont entourés de périmysium et vont être regroupés et vont fonctionner en fait en synergie de manière à offrir la contraction souhaitée par le cerveau. Ces faisceaux, on va les replacer dans notre corps charnu. Donc on retrouve ici notre cellule, notre fibre musculaire, ici le regroupement des cellules entourées de périmysium, donc on appelle ça les faisceaux musculaires, et puis l'ensemble des faisceaux, on va avoir ici le corps charnu, et donc l'ensemble de ce corps charnu est entouré d'un épimysium. Épimysium, périmysium, endomysium donnent la forme aux muscles et permettent de transférer des forces musculaires, des forces de contraction des cellules musculaires vers les tendons. Alors pour que ça fonctionne réellement, eh bien, il faut aussi un ordre qui vient du cerveau. Donc ici, j'ai placé un neurone moteur qui va venir activer des cellules musculaires. Pour que ça fonctionne, il faut aussi du sang. Donc on a du sang qui va arriver au niveau de notre muscle. C'est un sang qui contient beaucoup d'oxygène, mais dans ce sang, on va aussi avoir par exemple du glucose, on va avoir des sels minéraux, on va avoir tout ce qui permet au final à notre muscle de fonctionner et de se contracter, et notamment de former de l'ATP. Et donc en contrepartie, on aura un sang qui va repartir, qui sera un sang qui lui sera riche en CO2, puisque notre métabolisme va libérer du CO2 pour former son ATP. Donc nous allons maintenant nous poser la question de l'activation des muscles. Comment ces muscles vont être activés? Alors on va commencer par aller faire un petit tour au niveau du cerveau. Alors, au niveau du cerveau, en fait, il y a plusieurs zones qui vont nous intéresser et qui vont permettre en fait à notre mouvement d'être créé. D'abord, il y a une zone que je vais placer ici. Cette zone en fait que je place ici, c'est le cortex prémoteur. Ce cortex prémoteur en fait va faire quoi? Eh bien en fait, il va donner la carte du mouvement. Donc c'est lui qui va cartographier le mouvement que l'on souhaite réaliser. Alors il ne suffit pas de le cartographier, ce mouvement, il va falloir le planifier. Donc juste au-dessus, on va avoir une autre aire que je vais faire figurer ici, juste ici. Cette aire, en fait, c'est une aire qu'on appelle l'aire motrice supplémentaire. Cette aire motrice supplémentaire, elle va donner la planification du mouvement en tenant compte, bien entendu, de la cartographie. Et puis, il y a une troisième aire qui va nous intéresser, c'est cette partie-ci. Donc cette partie-ci, c'est ce qu'on va appeler le cortex moteur. Et ce cortex moteur, lui, va entraîner quoi? Eh bien, il va entraîner l'activation de nos muscles en transférant l'information vers la moelle épinière, puis vers des nerfs qu'on appellera des nerfs moteurs. Donc, selon le nombre de muscles qu'il y aura à solliciter, on aura tel ou tel nerf qui sera activé. Donc, ces nerfs moteurs vont donc permettre l'activation des muscles nécessaires au mouvement. Et donc on aura une contraction coordonnée de nos muscles permettant le mouvement précis que l'on a souhaité réaliser. Nous allons maintenant nous poser du coup une question, c'est est-ce que chaque motoneurone, chaque neurone ne va innerver qu'une cellule, ou est-ce qu'au contraire c'est intéressant d'avoir un neurone qui innerverait plusieurs cellules? Donc nous allons parler d'unité motrice. Donc reprenons le nerf que nous venons de voir. Donc ce nerf, c'est un nerf qui va au final contenir des éléments nerveux. Donc ici, que l'on va appeler les motoneurones. Motoneurones pour neurones moteurs.
Et vous voyez que ce motoneurone, en fait, il se divise. Donc lorsque vous avez ici, au niveau de ce motoneurone, l'arrivée d'une activité électrique, cette activité électrique, elle va être transférée au final à chaque branche. Or, au bout de chaque branche, il y aura une cellule. Donc ici, quand j'ai ce motoneurone qui est activé, en fait, ce n'est pas une cellule qui est activée, c'est 3 cellules. Donc effectivement, un motoneurone peut activer plusieurs cellules. Alors on a des motoneurones qui vont activer 3 cellules en même temps. Donc ça permettra d'avoir une contraction coordonnée. Puis on a des motoneurones qui vont activer 100 cellules en même temps. Et on a des motoneurones qui vont activer 1000 cellules en même temps. Alors bien sûr, selon le type de muscle, on aura des unités motrices plus ou moins grandes. Par exemple, les mouvements des yeux, ça demande de la finesse. Donc on aura des unités motrices d'un motoneurone qui activera quelques cellules. Par contre, le quadriceps qui demande un mouvement et une contraction forte de nombreuses cellules, eh bien on va avoir des unités motrices très importantes avec un motoneurone qui innervera plusieurs centaines de cellules de manière à avoir une contraction importante. Du coup, on voit que cette notion d'unité motrice est très importante par rapport à l'élaboration du mouvement et notamment à la contraction coordonnée des cellules d'un même muscle. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement entre le motoneurone et la cellule? Donc là, on va rentrer dans une zone qu'on appelle la plaque motrice. Alors, regardons ça sur une photo. La plaque motrice, en fait, ici, vous avez donc une fibre musculaire que vous pouvez observer, donc une cellule musculaire, et puis là, toute cette partie-ci, en fait, c'est un motoneurone qui arrive sur cette fibre musculaire, et donc cette zone ici, c'est ce qu'on appelle la plaque motrice. C'est vraiment la zone de jonction entre le motoneurone et la fibre musculaire. Donc on va dessiner cette plaque motrice. Là voilà notre plaque motrice, avec en bleu le motoneurone. Donc qu'est-ce qui va arriver au niveau de notre motoneurone? Eh bien un message électrique. Ce message électrique, c'est ce qu'on va appeler un potentiel d'action neuronale, donc N pour neuronale, ce qui va engendrer en fait une entrée de calcium dans notre cellule, et cette entrée de calcium va entraîner la fusion de vésicules qu'on trouve au niveau de notre motoneurone. Or, dans ces vésicules, qu'est-ce qu'on a? On a de l'acétylcholine. Et donc, on a de l'acétylcholine qui va être libérée ici dans la fente. Cette acétylcholine va venir s'attacher à des récepteurs qui se trouvent juste en face, des récepteurs qui se trouvent au final en rouge ici, c'est la membrane de notre cellule musculaire, donc des récepteurs qui se trouvent sur la membrane de notre cellule musculaire, juste en face de notre motoneurone. Donc notre fibre musculaire est ici, notre cellule musculaire. Le fait qu'on ait de l'acétylcholine qui se fixe sur ces récepteurs, ça va déformer ces récepteurs et ça va entraîner l'entrée d'un petit peu de sodium dans la cellule, un petit peu de sodium. Et donc on va avoir un événement électrique qui va avoir lieu dans cette zone, dans la zone de la plaque motrice. Cet événement électrique, c'est ce qu'on va appeler le potentiel de plaque motrice. Et donc sur la prochaine vidéo, nous discuterons de ces événements électriques dans les myocytes. À très bientôt pour continuer à discuter de physiologie musculaire.